en realidad en algunas cosas estamos ahí porque la sala de emergencia está salida muy bien, ¿no? Iba a hacer la otra. No, no muchas, no, porque yo estoy con esto, ¿viste? Y o sea, terminás una y te cae. O sea, yo me voy de acá y por eso. Igual estos días estaban tranquilos. Vi dos. Hola. Fisi es el que dedicamos a Gerard Currant. Es la primera vez que sus películas se exhiben en Latinoamérica. Y una de las cosas que nos sorprendió cuando descubrimos su nombre y empezamos a investigar sobre su filmografía es que tenía la particularidad de filmar en serie. No solo sus películas tenían que ver con una post-Nouvelle Vague y una búsqueda de una obra que salía de la linealidad de un estilo personal y planteaba una búsqueda bastante experimental en cada una de sus películas, sino que además pensaba la obra, la filmografía, como una red y no como una línea, como una suerte de línea temporal de obras, sino como una red. Tiene paralelamente muchas series filmándose y los Cinématons es la serie más vieja que tiene actualmente. Empezó a filmarla en el 78. Va por los 2.617 retratos. Y de hecho es la serie más larga de la historia del cine hasta el momento. Es una serie abierta. De hecho sé que va por ese número porque el Cinématon 2617 me lo dedicó a mí. Quiso filmarme un retrato y estoy muy orgulloso de pertenecer a esa serie que tiene figuras de la cultura de todo tipo y que él, con toda generosidad, seleccionó esta serie que vamos a ver ahora de algunos de los retratos de cineastas que hizo a lo largo de todos estos años. Su generosidad también tuvo que ver con que por primera vez viene a Argentina a presentar su obra con nosotros, Gerard Currant. Bonsoir. Buenas tardes. Alors, je suis très heureux d'être parmi vous. Estoy muy contento de estar con ustedes. Alors, le programme que vous allez voir maintenant est composé de 25 cinématons de cinéastes. El programa que ustedes van a ver está compuesto de 25 cinématons, de 25 cineastas. Donc, c'est un tout petit échantillon par rapport à l'ensemble des cinématons. Es una pequeña muestra del conjunto, todo el conjunto que tengo de cinématons. Un petit peu moins de 1%. Menos del 1%. Mais avec ces 25 cinématons, je pense que vous allez vous faire une idée de l'ensemble de ce travail. Pero con estos 25 cinématones van a poder tener una idea del conjunto de mi trabajo. Voilà, donc le principe du cinématon, vous allez le comprendre en les voyant, mais je peux vous l'expliquer dès maintenant. El principio del cinématon seguramente lo van a entender cuando ustedes lo vean, pero puedo explicárselos ahora si quieren. Donc c'est de filmer une personnalité des arts ou du spectacle. La idea es filmar a una personalidad del arte o del espectáculo dans un gros plan, en un primer plano, en plan séquence, y en un plano de secuencia de 3 minutes et 20 secondes, que va a durar 3 minutos y 20 segundos. Il n'y a pas de montage, no hay ningún montaje, il n'y a pas de son, c'est un film entièrement muet, no hay sonido, es una película totalmente muda, il n'y a qu'une seule prise, on ne peut pas recommencer. Es una toma, no se puede comenzar, no se puede volver a empezar a hacer la toma. Et chaque personne qui est filmée est libre de faire ce qu'elle veut devant la caméra.
Y cada persona que se va a filmar es libre de hacer lo que quiera durante ese periodo de tiempo. Donc cette sélection est composée uniquement de cinéastes. Esta selección que hice para ustedes está compuesta solamente de cineastas. Dont certains, je pense, vous connaissez très bien les films. Algunos, seguramente ustedes conocen de algunos de ellos las películas. Et vous découvrirez certains cinéastes argentins. Y van a descubrir algunos cineastas argentinos. Voilà, donc je vous souhaite une excellente projection. Les deseo una excelente proyección, que disfruten de la película. Mais ce qui est important de savoir, c'est que vous n'êtes pas habitué à voir des films muets. Lo importante, lo que ustedes tienen que saber, o me parece interesante contarles, es que no están acostumbrados a ver películas mudas. Ça va être une expérience très spéciale pour vous. Va a ser una experiencia seguramente especial para ustedes. Alors, peut-être qu'au début, ça va peut-être vous agacer, cette absence de son. Al principio seguramente les va a molestar esta ausencia de sonido. Mais passé 2 ou 3 cinématons, vous allez vous habituer. Pero a partir del segundo, tercero cinematón se van a acostumbrar. Et vous verrez, il y a un côté un peu hypnotique, on est un peu souvent fasciné par ce qu'on voit. Y van a ver que tiene una parte o un lado hipnótico, van a estar fascinados con lo que va a seguir pasando. Vous verrez, j'ai introduit une notion de suspense. Hay una noción de suspenso en todo esto. Parce que chaque cinématon donc, dure 3 minutes et 20 secondes. Cada cinematón dura 3 minutos y 20 segundos. Et donc, vous savez à l'avance la durée de passage de chaque personne que vous allez voir sur l'écran. Ustedes conocen cada persona que van a saber de quién se trata antes de verlo, es decir, la persona que va a hacer el cinematón. Et vous ne savez absolument pas ce qui va se passer après. Pour chaque cinématon, chaque personne va faire quelque chose de différent. Lo que sí es interesante es que no saben qué es lo que va a hacer después cada persona. Ustedes saben quién es, pero cada persona va a hacer algo distinto y no se sabe qué es lo que va a hacer. Voilà, donc c'est pour ça que je parlais un peu de suspense. Por eso es que les hablaba de suspenso. Voilà, je vous souhaite une excellente projection. Les deseo una muy buena proyección. Mais je voulais simplement préciser une chose. Quiero destacar algo. C'est que là, vous voyez une sélection. Ahí en esto van a ver una selección. Mais il est possible de présenter des intégrales cinématons. Pero también podríamos hacer una integral de cinematones. Ces 2 dernières années, il y a eu 3 intégrales où on a tout montré du premier au dernier. Hubo 3 integrales donde mostramos absolutamente todos, desde el primero hasta el último. Il y en a eu une à Lucca en Italie. Hubo una en Lucca, en Italia. Une autre à New York, aux Otra en Nueva York, en Estados Unidos. Et la dernière a eu lieu en France, à Chalon-sur-Saône. La última fue en Francia, en una localidad que se llama Chalon-sur-Saône. Au musée Nicéphore-Niepce. En el museo Nicéphore-Niepce, qui est l'inventeur de la photographie. Que es el inventor de la fotografía. Et là, la rétrospective a duré 1 mois et demi. Y ahí la retrospectiva duró 1 mes y medio. On projetait les films toute la journée. Pasábamos la película durante todo el día. Voilà, alors la durée maintenant exacte des cinématons, l'ensemble, dure 174 heures et le film continue à grandir. La película dura exactamente 174 horas y sigue creciendo. Voilà. Et j'espère qu'un jour, vous pourrez voir les 174 ou plus ici en Argentine. Espero que algún día van a poder ver las 174 horas aquí en Argentina. Voilà, c'est bon. Bonjour Gérard Courant. Bonjour. Nous sommes donc à Buenos Aires où le Festival de films indépendants fait une rétrospective de votre œuvre. Vous êtes certainement le seul cinéaste au monde dont on peut faire une rétrospective qui ne représente que 3% de la totalité d'une œuvre filmique heureusement inachevée. Et nous sommes donc dans le quartier de la Basto, dans un bar qui s'appelle La Recova, le 21 avril 2012. J'avais une première question à vous poser qui peut ressembler à un paradoxe
et j'aimerais savoir dans quelle mesure vous partagez mon avis, au sens où ce paradoxe dans votre œuvre se dilue un peu. J'ai lu quelque part, ce qu'on entend souvent à votre sujet, au sujet de votre œuvre, c'est donc l'avant-garde, l'exploration infatigable des formes, le lettrisme, le situationnisme, y compris une œuvre liée à la destruction de bord, la destruction de la destruction, une œuvre sérielle, fugitive. Et par ailleurs, une autre fonction qui tient peut-être tant à votre personnalité qu'à votre œuvre, une fonction qui pourrait s'appeler une fonction témoin. Une fonction témoin et un lien, une relation à la mémoire et à la transmission qu'on n'associe pas forcément toujours au concept de destruction. Je crois que quelqu'un a fait une métaphore en parlant de vous, disant que Gérard Courant c'était l'INA à lui tout seul. L'INA c'est quand même un endroit qu'on imagine plutôt poussiéreux, et d'un autre côté il y a ce discours avant-gardiste. Donc cette réconciliation en vous peut-être de l'avant-garde et du côté passeur, un témoin, inscrit y compris dans l'enfance et la mémoire, comment vous situez, vous ressentez cette analyse? Grande question philosophique. Je suis un témoin de mon temps et les cinématons, par exemple, l'idée de départ des cinématons, c'était de garder un témoignage d'artistes que je connaissais, qui étaient des jeunes artistes et souvent pas connus au départ. C'était de garder un témoignage. Voilà. C'était une idée extrêmement simple, mais bizarrement, je m'étais aperçu que personne, en tout cas peut-être certaines personnes l'avaient, mais personne la mettait en pratique. Et puis, donc les cinématons ont engendré également d'autres séries, comme Portrait de groupe, Couple, Lire, De ma chambre de l'hôtel, etc., etc. Et puis aussi, je fais des carnets filmés depuis mes débuts, qui sont, disons, des traces de mon vécu, de mes rencontres, de mes voyages. Et donc, il y a toujours cette fonction de témoignage, soit du témoignage de mon temps, ou ces témoignages de mes rencontres. Et alors, bien sûr, c'est fait sous une forme qui n'est pas une forme télévisuelle, par exemple, ou cinématographique habituelle. Dès le départ, j'ai tenu à créer des nouvelles formes au cinéma. Alors, on peut appeler ça avant-garde, moi j'appelle ça tout simplement du cinéma, point à la ligne. Mais à chaque fois, j'ai tenu à défricher des zones qui étaient inexplorées dans le cinéma. C'est-à-dire que je suis une sorte de personne qui est dans la forêt vierge et qui avance dans la forêt vierge et qui découvre comme ça des zones. Et petit à petit, je découvre des zones. Une curiosité très développée par rapport aux vieux arbres, par ailleurs. Peut-être. Et donc, je découvre petit à petit des zones qui sont inexplorées et je ne cesse de continuer mon exploration. Et quand on parle de forêt vierge, la forêt vierge c'est immense et donc le champ d'investigation est immense et j'ai l'impression d'avoir fait qu'une toute petite partie de cette exploration. Mais j'ai vraiment cette impression-là d'être comme ça dans une forêt vierge. Voilà. C'est ça qui est un peu, quelque part, quand vous parlez au public, quand le présentateur commente la durée de votre œuvre, 174 heures par exemple en l'état actuel du cinématon, les gens le prennent comme quelque chose qui fait presque sourire par rapport à la monstruosité du chiffre, quand en réalité cette même monstruosité indique une forme extrême de l'humilité, de la sincérité, non, qui chez vous, au sens où vous avez plutôt conscience que vous êtes en train de construire peut-être qu'une goutte. Oui, mais j'ai toujours l'impression de commencer à faire des films. C'est d'ailleurs pour ça que je peux continuer et en faire de plus en plus. J'ai vraiment l'impression d'en être tout à fait au début de mon investigation. Et donc, c'est ma façon d'avancer. Si je savais que j'avais atteint un but, je m'arrêterais. Et donc, l'œuvre s'arrêterait. Là, je sais que
j'ai tellement de choses encore à explorer que j'avance. Et je sais que la partie qui est à découvrir est immense. Voilà. Donc, mon côté explorateur on est qu'au début de son exploration. Ce qui m'intéressait justement, et ce dont vous avez parlé, c'est la façon dont cette projection permanente et cette volonté de défrichage s'inscrivait aussi dans des thématiques, je ne sais pas, par exemple de l'enfance. J'ai pas vu ce film des 195 rues de la Croix-Rousse, je sais plus comment. Ah oui, inventaire filmé des rues de la Croix-Rousse. Des rues de la Croix-Rousse, voilà, où 24 passions aussi qui quelque part se plongent dans des racines. N'importe comment, tous les films, pratiquement sans exception, sont autobiographiques. C'est-à-dire qu'ils sont reliés à l'autobiographie. Pratiquement tout le temps, quels que soient les films de fiction ou les plus expérimentaux. Voilà, donc inventaire filmé des rues de la Croix-Rousse à Lyon, c'est un inventaire filmé de toutes les rues du quartier de ma naissance. Je suis né à l'hôpital de la Croix-Rousse. Entre parenthèses, j'ai continué l'inventaire sur toute la ville de Lyon et je suis en train de finir, ce qui représente environ 1500 rues et je fais des places aussi, ça doit être près de 400 places. J'ai quasiment fini. À travers l'univers, c'est un inventaire filmé de toutes les rues et places de Saint-Marcelin, la petite ville dans l'Isère où j'ai vécu mon enfance. 24 passions. Barcelone a égalisé. Ah bon. 24 passions, donc c'est ce chemin de croix qui a lieu dans l'Ardèche, à Burzet, que je filme chaque année. Et 24 passions, c'était les 24 premières années, entre 1980 et 2003. Et pourquoi ce village? Parce que c'est un village qui était pas très éloigné des origines familiales. J'ai des origines ardéchoises des deux côtés de ma famille. Donc quand j'étais enfant, j'entendais toujours parler de ce cérémonial, parce qu'on en parlait beaucoup dans la région, dans la presse, le jour du Vendredi Saint, la première page du Dauphiné libéré, il y avait une grande photo du Christ interprété par un villageois. Donc c'est à chaque fois complètement intégré à mon vécu et c'est autobiographique toujours. C'est jamais comme ça quelque chose qui arrive par hasard. Pour en revenir au cinématon, je connaissais le projet, je n'avais pas eu la chance de le voir encore, et je trouve quelque part qu'il y a une forme de violence à le voir, et j'aurais aimé savoir si ça peut être lié à une forme exacerbée de la sincérité, peut-être. Je sais pas, moi je trouve que c'est beaucoup moins violent que la plupart des films qu'on voit. Oui, non, bien sûr, mais je disais violent dans un autre cadre, justement. Tant celle que vous leur infligez comme celle que vous infligez. Oui. Non, c'est un film, c'est sans concession. Il n'y a pas de, on n'enrobe pas ça sous des convenances, on va droit au but. Donc c'est une sorte de striptease mental, comme avait dit un journaliste, je ne sais plus quel journaliste. Oui. Et c'est justement grâce à ça qu'on a des résultats intéressants. Si on ne passait pas par ce dispositif très rigoureux du cinématon, on n'arriverait pas à cette authenticité souvent des personnes qui sont filmées. On aurait de l'eau tiède comme à la télévision. On peut ouvrir la télévision pendant des heures et des heures. Je partage tout à fait ce point de vue, mais il y a une sensation de... Je parlais tout à l'heure de la fonction de témoin. Mais on vous sent, dans le cinématon, il y a un côté témoin dominateur un peu. On ne vous voit pas, on sait que c'est de vous, et on pressent Gérard Courant en voyant ceux qui défilent les uns après les autres avec leurs libertés respectives. On sent un pilote de Courant dominateur. Je sais pas, ça j'ai pas remarqué, mais c'est une véritable mise à l'épreuve. Enfin, on sent oui, bien sûr. Parfois, il y a une forme dans les conditions de mise à l'épreuve. Oui, bien sûr, c'est une mise à l'épreuve, mais c'est justement parce que c'est une mise à l'épreuve que ça donne des résultats. C'est ça qui m'intéresse. Si c'était pour faire d'accumuler des portraits qui soient de l'eau tiède, ça ne m'intéresserait pas. Il y a suffisamment de gens qui font ça, ça ne sert à rien d'être sur leur terrain. Vous avez fait part il y a quelques instants au public portaigne d'une projection à Chalon-sur-Saône au musée Niepce, où il a été projeté intégralement pendant un mois et demi, les 174 heures. Alors à l'époque, il n'y avait que 167 heures, mais tout a été montré du premier dernier. Et donc j'en venais à Niepce pour vous demander quel était justement votre rapport à la photographie. Alors,
déjà, ce que je voudrais dire, je ne suis pas photographe, premièrement, donc je suis cinéaste, mais c'est vrai que dans la plupart de mes films, il y a toujours une relation avec la photographie, que ce soit les cinématons, qui est un peu une transposition de la photo d'identité en cinéma d'identité, ou certains longs métrages, par exemple, comme Cœur Bleu ou Aditya, où il y a un film avec un seul personnage, on peut imaginer comme une séance photo, ou par exemple aussi un long métrage qui s'appelle Les Aventures d'Eddie Hurley, qui est fait que de photos. C'est un film de science-fiction, ce sont que des photos, et même plus précisément des photogrammes. Donc c'est que des images fixes, hein, il n'y a jamais de mouvement, et tout le film, c'est un film qui raconte une histoire de science-fiction qui est fait qu'à partir d'images fixes. Et je pourrais comme ça continuer. En fait, c'est un rapport à la photographie, mais je dirais, je pourrais être encore plus précis, un rapport au photogramme, c'est-à-dire au 24e de seconde. C'est-à-dire que le cinéma, comme on sait, ce n'est pas du mouvement, hein, ce sont 24 images par seconde, ce n'est que l'illusion de mouvement. Et donc le cinéma, ce sont que des photographies les unes à la suite des autres. Évidemment, on oublie toujours, c'est quand on regarde un film, on ne pense pas que ce sont des photographies, ce sont des milliers de photographies qui se suivent. Mais le cinéma, je retourne, disons, à son aspect premier. Le cinéma, ce sont des photographies. Voilà. Donc, ce rapport, c'est un peu le retour aux origines. Pour revenir à la première question, c'est là aussi une forme d'innovation quant au processus de création, mais un retour aux origines et c'est ce que j'essayais d'évoquer tout à l'heure, oui. entre la mémoire et une redéfinition de la mémoire, et même une transmission finalement, et une claire innovation en termes de forme. Par exemple, les cinématons, c'est un retour au cinéma des origines. Si on s'intéresse aux Frères Lumière, tous les premiers films des Frères Lumière, ceux qui sont réalisés par eux, pas par les équipes Lumière après, mais ceux qui sont réalisés par eux, c'est toujours un plan séquence fixe de 50 secondes, parce qu'on peut pas mettre plus de pellicule dans la machine, ou quelquefois c'est un travelling dans un bateau, dans un train, mais en général c'est un plan fixe de 50 secondes qui filme un événement. Le repas de bébé, la sortie des usines lumière. Voilà. Le cinématon, ça reprend la même idée. Voilà. C'est essayer de. Donc c'est un retour aux origines, essayer d'être le plus simple possible. Dans la rétrospective. Est-ce qu'on peut boire un coup là? Oui, bien sûr. Vous voulez boire quoi? J'ai pas une. Je sais pas ce qu'il y a. Café, ça. Oui, alors, dans la rétrospective qui est proposée au public de Buenos Aires, une performance, celle d'Ocaña. Le titre est en allemand, puisque la performance a lieu face à la porte de Brandenburg. À l'époque du mur. À l'époque du mur. À l'époque du mur, la frontière était à la porte de Brandebourg. Et la porte de Brandebourg était du côté est, entièrement. Et donc, là aussi, une question sur le genre performance. Est-ce que c'est qui est un genre qui vous a intéressé, qui a intéressé beaucoup des cinéastes qui vous ont intéressé aussi par ailleurs? Est-ce que c'est un genre qui a péri à votre avis? Moi, je n'ai pas pratiqué vraiment l'art de la performance. Hein. Dans ce film, c'est vrai, c'est une performance d'Ocaña, mais c'est un peu les, comment dire, c'est la situation. Enfin, j'étais au festival de Berlin, Ocaña était au festival de Berlin aussi pour présenter un film, un documentaire sur lui qui s'appelait Ocaña retraite intermittente de Ventura Pons, qui était un long métrage. Et donc, je l'ai rencontré et j'ai eu l'idée de faire un film avec lui. Mais j'aurais pu faire un cinématon. D'ailleurs, je pensais faire un cinématon aussi. Et en fait, on a fait cette performance. C'est moi qui avais eu l'idée du lieu. Et quand je lui avais parlé du lieu, il a dit « Ah oui, c'est génial ». C'était pas seulement votre état de disponibilité et ensuite, soit le cinématon, soit le récit filmé de cette performance. C'était aussi, il y a aussi une contribution dans l'idée de votre part. Ah ben totalement. C'est moi qui avais eu l'idée du lieu. C'est moi qui avais eu l'idée d'amener l'effigie de Marilyn Monroe. Voilà. Et donc... Et même normalement, il devait y avoir une autre personne, qui est Adolfo Arrieta, qui avait rendez-vous avec nous, mais qui n'est pas venu au rendez-vous.
c'est mieux parce que quand on voit le résultat avec Ocaña, s'il y avait eu quelqu'un d'autre en plus, ça aurait été... Vous étiez seul? Ah non, il y avait d'autres personnes avec nous. Il y avait Serge Danet, il y avait Boris Lehmann d'ailleurs qui a fait de très belles photos ce jour-là. Il y avait aussi un réalisateur qui s'appelle Charles Chabot qui travaillait beaucoup pour la télévision. Et je crois que c'était tout. Il y avait peut-être une autre personne, mais voilà. Et donc, Ocaña a complètement improvisé sur une estrade qui était du côté ouest. Cette estrade était à quelques mètres au-dessus du sol pour permettre aux touristes en fait, de l'ouest, de Berlin-Ouest, de voir ce qui se passait du côté est. Voilà. Et nous, donc Ocaña était sur l'estrade. Moi, j'étais en bas dans la neige. Il y avait énormément de neige. Et voilà, donc ça s'est passé comme ça. Mais c'est allé très vite. Il faisait tellement froid de l'entraînement qu'on n'aurait pas pu rester très longtemps. Il y avait une vague de froid terrible. Donc, mais à part ce film, je ne pratique pas la performance. J'avoue qu'elle ne m'intéresse pas particulièrement. Pour moi, elle m'intéresse. Ça peut m'intéresser d'assister à des performances. Mais en ce qui me concerne, je suis trop classique, trop cinéaste classique. Mes maîtres, c'est quand même... Est-ce que vous considérez qu'il y a un ciné-performance qui existe notamment dans le ciné-camp, par exemple, ou Schroeter, pour revenir à Schroeter? Est-ce que vous considérez qu'il y a une part de performance? C'est un autre rapport à l'acteur et une façon de les filmer, par exemple dans La mort de Maria Malibran. Oui, non, mais ça, c'est pas de la performance. Non, c'est de la mise en scène. C'est une mise en scène schroeterienne, mais c'est pas de la performance. Non, c'est sa façon de diriger les acteurs. Dans les rencontres de Philippe Garrel à Digne, dans le premier voyage, on entend beaucoup de discussions enflammées sur le cinéma politique contre le cinéma poétique ou planant, sur le LSD d'un côté, Mao de l'autre, Garrel assez cruel et perfide avec Godard. Est-ce que vous partagez le diagnostic de Glauber-Rocha qui dit que la politique et la poésie sont trop pour un seul homme? Ou est-ce que vous considérez que c'est un défi d'actualité auquel vous aspirez ou auquel certains des cinéastes qui vous ont intéressé ont réussi à transcender? Non, mais tout dépend ce qu'on met derrière poésie et derrière politique. Et si on prend l'exemple de Godard, c'est vrai que ça n'a pas marché. C'est-à-dire que dans les années 60, il a fait un cinéma de poésie plus que de politique. Quand il a fait du cinéma politique avec le groupe Vertov, il n'y avait plus du tout de poésie. Et donc, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Mais je sais pas, certains cinéastes, ça a marché. Avec Garrel ou, je sais pas, ou Schroeter à Saint-Lanière, ça a marché. Non, mais il n'y a pas nécessairement de séparation. Le cinéma d'Eisenstein est à la fois poétique et politique. Donc on pourrait citer Schroeter, mais aussi Dziga Vertov. Voilà, donc... Le même Glauber-Rocha qui fait ce diagnostic-là le fait par fausse humilité, parce qu'à mon sens, aussi, le cinéma novo brésilien et l'esthétique de la fin, ça marche. Oui, bien sûr. Donc n'importe comment, là ce ne sont que des mots. Ce qui est important, ce sont les œuvres, ce que dégagent les œuvres. Mais avec Godard, ça n'a pas marché par contre. Les deux, il est trop, je sais pas, il est trop suisse peut-être. Il y a une partie pour que ce soit de la poésie, une partie pour que ce soit de la politique. Et c'est pas une critique, hein, c'est sa façon de fonctionner. On m'a dit que c'était la première fois que vous vous déplaciez en Amérique du Sud et en Argentine en particulier. Par rapport à justement à l'innovation des formes, etc. Et d'un point de vue aussi bien historique qu'actuel, quel intérêt vous avez pour les processus créatifs latino-américains? Oui, je reviens à quelle était la question? La question c'était, par rapport au fait que vous veniez ici pour la première fois et en Amérique du Sud en général,
Et en termes de processus créatif, est-ce que vous avez perçu historiquement ou actuellement On a le droit de fumer ici? Non, on l'a concédé exceptionnellement, sans doute grâce à votre aura. Ah d'accord, non. Vous en voulez? Non, mais je fume pas. Ça vous dérange pas? Ah non, pas du tout. Oui, dans quelle mesure vous avez été intéressé ou vous avez trouvé peut-être historiquement ou actuellement des processus d'innovation dans les formes latino-américaines ou des formes latino-américaines qui vous inspirent ou que vous regardez? Là, j'avoue que je ne sais pas quoi répondre parce que il faut être plus précis. Il y a un ciné latino-américain qui vous attire Je connais trop mal le cinéma latino-américain vraiment pour en parler. Je connais 2-3 films par-ci par-là, mais je ne connais pas assez. Non, les carnets filmés, c'est très différent de mes séries. Les séries, il y a un concept qui est identique pour chaque personne, par exemple dans les cinématons. Mais les carnets filmés, il y a une multitude de genres dans les carnets filmés. Il y a des carnets filmés avec, par exemple, un personnage qu'on va voir pendant 1 heure, par exemple. Il y a des carnets filmés, il n'y a pas de personnage, ce sont des déambulations dans des villes. D'un épisode à l'autre, il y a une infinité de styles aussi. Il y a des carnets filmés qui sont tournés en vidéo, d'autres en Super 8, d'autres avec téléphone portable. Il y a des carnets filmés avec des images tournées en négatif. Donc il y a des carnets filmés où ça parle sans arrêt pendant tout le temps. Il y a des carnets filmés où ça ne parle absolument jamais. Donc c'est une infinité de styles. Donc en fait ce sont des traces comme ça de mon parcours. Ce sont des traces de mon parcours et par exemple les Philippe Garel-Adine, ça fait partie de mes carnets filmés. Et donc c'est quelque chose, c'est comme les cinématons en fait, c'est très simple. C'est-à-dire que il y a beaucoup de peintres par exemple qui ont des carnets d'esquisses, qui travaillent dans des carnets d'esquisses. Ça va dans leur atelier, il y en a des quantités. Des écrivains, c'est la même chose, ils notent plein de choses qui après vont leur servir soit pour des articles, des textes, des livres. Mettre ça dans des cahiers ou sur des feuilles volantes, je ne sais pas. Et donc, les carnets filmés, c'est un peu la même chose à ma façon. Donc c'est un peu différent du journal filmé. Bon, je sais bien, chaque cinéaste qui pratique le journal filmé va le faire d'une façon complètement différente. Mais donc dans les carnets filmés aussi, c'est un travail sur le cinéma brut. C'est-à-dire que même si c'est très travaillé, même si le son est extrêmement travaillé, il faut donner l'impression que c'est quelque chose de très brut. Et quand les gens le ressentent comme ça, je suis vraiment très content parce que souvent, par exemple, la bande sonore des carnets filmés est complètement refaite, des fois de A à Z, complètement retravaillée et personne ne le remarque. C'est très important. C'est du cinéma brut. Mais comme le cinématon est aussi à sa façon du cinéma brut. Comme le cinématon est à sa façon aussi un cinéma brut. Et même des films comme Aditya au cœur bleu, même si il y a des formes très poétiques, il y a aussi un côté cinéma brut. C'est-à-dire qu'il n'y a toujours qu'une prise, c'est le principe. Et il n'y a pas eu de préparation, il n'y a pas eu de répétition avant. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est vraiment c'est que la personne qui est filmée doit être, en même temps va être complètement surprise et donc il va se passer des choses qui ne se passeraient pas si on avait répété avant. Donc voilà, je suis un cinéaste brut, mais pas une brute. Oula, coupure brutale. Et sur l'inspiration ou l'intimité avec la peinture, justement, quel est le fond de votre rapport à la parole? Est-ce que c'est une ennemie, plutôt? Pas nécessairement, hein, parce que je fais des films où il y a beaucoup de paroles. Donc, bien sûr, les cinématons sont muets. Il faut qu'ils soient muets, parce que par rapport à mon dispositif, si le cinématon était sonore, ça casserait tout. Oui, là, c'est évident que... Mais sur le fond en général. Mais j'ai fait des films entièrement sur la parole bon,
peut-être qu'ils sont minoritaires par rapport à l'ensemble de mes films, mais peut-être, bon, s'ils sont minoritaires, peut-être que je me méfie de la parole, mais je ne sais pas quoi dire de plus, parce que... Dans la méfiance, c'est bien le mot. Peut-être que je me méfie de la parole, parce que le cinéma peut se passer de la parole, puisqu'il y a eu toute une période de l'histoire du cinéma où il s'est passé de la parole, et où on a pu... Et où on a pu faire des chefs-d'œuvre sans la parole. Donc, on a la preuve qu'on peut faire du cinéma sans parole. Voilà, donc c'est ça, ça m'avait beaucoup intéressé. Mais simplement, aussi, pour une raison toute bête, quand par exemple des films comme Aditya ou Cœur Bleu, ou Vivre est une solution, She's a Steady et d'autres, il n'y a pas de parole, c'était aussi pour une question de moyens, c'est-à-dire tourner complètement en muet. Ça me permettait de pouvoir faire un film, un long métrage. S'il y avait dû y avoir la parole, alors là il aurait fallu une équipe technique, plus de moyens que je n'avais pas, car n'oublions pas que ces films-là dont je parle sont des films qui sont complètement autoproduits. Anarchiste empirique. Voilà, si j'avais fait des films avec des paroles, c'est des films qui auraient été faits dans un autre schéma de production. Il aurait fallu trouver de l'argent, créer une équipe, ça aurait été d'autres films. Et j'en aurais fait beaucoup moins. Quand on travaille en muet aussi, ça permet de travailler beaucoup plus vite. Par exemple, Cœur Bleu, c'est un film que j'ai tourné en 4 jours. Alors, il y a eu beaucoup de travail après de post-production, parce que le film après a été retravaillé à la Truca. Il y a eu beaucoup de plans qui ont été soit accélérés, soit ralentis. Mais pour le tournage, je suis arrivé à tourner en 4 jours. Vivre est une solution, je l'ai tourné en 3 jours. La neige tremblait sur les arbres, qui était de 81, je l'ai tourné en 2 jours. Donc j'ai essayé de battre mon record à chaque fois. Et puis, Serial courant. Et puis en 2007, je suis allé dans l'île éolienne qui s'appelle Alicudi, vers Stromboli, donc une des 7 îles éoliennes, qui est la deuxième plus petite, qui est la plus à l'ouest, qui est une île où il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de route. Il n'y avait pas d'électricité il n'y a pas encore très longtemps, il n'y avait pas de téléphone ici il y a très peu de temps encore. Et c'est une île extraordinaire, et je l'ai découverte grâce à Moretti dans Journal intime. Il y a toute une partie de Journal intime qui est un voyage avec lui et un scénariste. Ils vont dans chaque île éolienne, ils vont dans les 7, et pour préparer un scénario. Et donc à chaque fois, soit ils restent longtemps, soit ils restent pas longtemps parce qu'il y a trop de touristes. Et la dernière où ils vont, c'est Alicudi, où là ils disent c'est le paradis, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'électricité. Même les gros bateaux ne peuvent pas arriver là. C'est vraiment, c'est la plus sauvage, c'est la plus lointaine, c'est la plus belle. Voilà. Donc après avoir vu... c'est là qu'un Boeing s'écrase sur l'île. C'est après avoir vu le film de Moretti que j'ai voulu aller à la Alicudi, donc j'ai pu me faire produire un film, un court-métrage de 11 minutes qu'on a tourné en 16 mm noir et blanc en 2007 donc, sur l'île d'Alicudi. Et parallèlement, j'ai tourné mes carnets filmés. Donc je suis resté 3 jours sur l'île et j'ai filmé 3 épisodes de mes carnets filmés. Donc j'ai fait 3 longs métrages, un par jour. Et après, j'ai même réussi à faire 2 longs métrages dans une même journée. Il ne faut pas le dire parce qu'après c'est très très mal vu. Et ça, oui, les gens finissent par croire que la profusion est l'objectif en lui-même. Alors voilà. En fait mais c'est très mal vu. Pour moi, en général, quand je suis avec des cinéastes, je ne parle pas de ça. Parce que quand on est avec un cinéaste qui a de la peine à trouver des financements, il le prend très très mal. Et donc c'est vraiment très mal vu. Et pareil, quand on propose des projets et des commissions, souvent si on est un peu en balance avec un autre projet, c'est certain que ce sera l'autre projet qu'il aura. Parce que je connais la phrase, ah oui, mais Gérard Brown, lui, peut se débrouiller pour faire son film. Donc il vaut mieux aider celui-là qui n'arrive pas à faire des films. Donc, en général, d'une façon générale, quand je suis avec les cinéastes, je ne parle pas de ça. J'en parle en dehors des gens de métier. Alors, si toi tu fais des films, j'aurais jamais dû parler de ça. Non, restez calme. Alors, ça va. Donc, alors, tourner vite aussi, quand on n'a pas beaucoup de moyens, c'est une façon aussi de pouvoir faire des films. Parce que on peut arriver à par exemple, le Cœur Bleu, j'avais tourné dans les Pyrénées. En fait, c'était chez les parents de Gina Lola Benzina, qui est le personnage du film, qui habitait exactement aux Angles, un des deux villages où on a tourné le film. Et donc,
elle m'avait invité quelques jours pour qu'on fasse ce film. Je ne pouvais pas rester 2 mois invité chez ses parents. Donc je suis venu, je sais pas, 5-6 jours. Et donc j'avais dit, on va essayer de faire le film dans ce laps de temps. On l'a fait en 4 jours. Voilà. Et donc en tournant en muet, on peut tourner très très vite aussi. Et alors maintenant, grâce au numérique, alors on peut tourner aussi en sonore très très vite. Mais à l'époque, quand on tournait en pellicule, si on tournait avec du son, ça multiplie par 4 ou 5 le temps. Puis ça demande plus de moyens, il faut d'autres personnes pour tourner. Des films comme Aditya, Cœur Bleu, Vivre est une solution, Gilles Varennes Lady, à chaque fois j'étais absolument tout seul. Il n'y avait pas d'assistant, je m'occupais de tout. J'étais à la fois l'assistant, le réalisateur, le scénariste, je sais pas, le producteur évidemment, le concepteur. Ici, les gens sont très hospitaliers. Vous pouvez aisément être hébergé un mois si ça vous Ah bon, alors je peux venir faire des films dans les montagnes, en Patagonie par exemple. Écoutez, merci beaucoup pour l'entretien. Conclusion musicale. Je ne sais pas si j'ai été assez... Ah si, tout à fait. J'espère que les questions vous ont intéressé. Ah bah oui, bien sûr. Mais est-ce que tu as enregistré la discussion, les discussions d'hier là? Oui, bien sûr. Ah d'accord, parce que là, je parle d'autre chose, ça peut être intéressant. C'est pour ça que j'ai enregistré la discussion d'hier. C'est vrai que les questions étaient peut-être de veine un peu plus générale, philosophante, entre guillemets. Parce que les noms, les références, les influences et la présentation plus curriculum, elle a été abondamment traitée hier. Non Oui. Ça me semblait plus intéressant d'aller sur ce domaine-là, plus de l'exégèse et de l'interprétation. Alors, je pose une question, est-ce que ça sera possible de le relire ou pas? Parce que si je le relis, je peux donner des petites précisions et renvoyer à des titres de films précis. Non mais c'est ça le but, c'est ce que j'allais vous demander. D'accord, parce que souvent je le fais et en général les gens sont très contents parce que ça permet vraiment d'affiner et d'être des fois précis, parce que des fois on sort une phrase qui est assez vague, mais ça permet de bien... De toute façon, je ne suis pas soumis à de folles urgences, donc le but c'est, par contre, pour Lumière, c'est une revue avec des Espagnols et des Français, etc. Une revue en ligne, mais pour l'instant, l'essentiel des textes est en espagnol, donc moi je vais le traduire ensuite à l'espagnol. Et ce que je vais faire d'abord, c'est le rédiger, vous l'envoyer en français. C'est ça, mais moi je fais ça très vite. Vous pouvez le faire assez rapidement. Oui, moi je le fais vite, j'y passe pas longtemps. En 2-3 jours, parce qu'après il me reste la traduction, mais le but c'est ça, c'est de le peaufiner un peu avec votre collaboration, ça serait génial. Oui. Ça serait parfait, Et pour le coup là c'était, comme disait Cocteau, je vais mourir frappé par le pittoresque, parce qu'entre le qui a gagné le match de foot, qui a gagné? C'est pas terminé, je vais voir. Ah bon, c'est pas terminé? Catastrophe, c'est Madrid qui a gagné. Ah bon? 2-1. Ah bah alors c'est eux qui vont avoir le titre. Alors, ouais, c'est fini. Là, vous aimez le foot? Non mais je m'intéresse à tout. Un cinéaste doit s'intéresser à tout, parce que si un cinéaste ne s'intéresse pas à tout, il faut qu'il change de métier tout de suite. Non mais c'est pour ça que ce qui Mais moi je m'intéresse plus au cyclisme, parce que j'ai consacré plusieurs films, notamment un film qui s'appelle, on peut enregistrer, non mais un film qui s'appelle Chambéry les Arcs. En fait, voilà ce qui s'est passé. Un jour je suis allé à une projection d'un film d'Anani qui avait fait un film sur Henry Miller. Et je rencontre un producteur que je connaissais un petit peu et il me dit qu'est-ce que tu fais en ce moment? Et je lui dis voilà, je fais pas mal de vélo, je fais des clubs dans les Alpes. On a créé un club littéraire de personnes, d'écrivains, que des écrivains qui adorent le vélo, et on fait dans ces réunions, dans un restaurant, on ne parle pas de littérature, on ne parle que de vélo, des exploits de Postocopie, de Louise Ambobé, Anctil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, etc. Voilà, je parle, tout ça. Et il me dit, mais d'où vient cette passion? Je lui dis, c'était mon grand-père qui m'a initié. Je raconte tout ça. On discute comme ça, il me faisait parler, je ne me rendais pas compte. Puis au bout de 20 minutes, il me dit, mais ton histoire, ça m'intéresse. Tu pourrais pas me faire un projet et moi je peux te le financer. Alors là, quand on vous dit ça, quand on a des projets, des fois on y passe un an, on n'arrive pas à écrire un projet. Là, en un week-end, j'ai écrit un projet et un mois après, j'étais en tournage. Donc j'ai fait un film, une autobiographie qui s'appelle Chambéry les Arcs,
du nom d'une étape du Tour de France, du Tour de France 1996. Et en fait, dans ce film, donc je rencontre des amis qui adorent le vélo, dont Luc Moulet. Il y a toute une séquence très drôle avec Luc Moulet. Olivier Daza, l'écrivain et scénariste. Pierre Vavasseur, qui est un copain écrivain, qui est grand reporter au Parisien. Alain Rioux, qui est au Masque et la Plume et au Nouvel Obs. Et donc dans le film, j'ai créé une sorte de fiction. Et donc un jour, Alain Rioux vient chez moi et on discute de la montagne, des cols qu'on gravit dans la montagne. Et il me dit, voilà, moi une fois j'ai fait une étape du Tour de France, avant les coureurs évidemment, une grande étape de montagne. Et il me dit, mais voilà. Mais je lui dis, moi je vais suivre dans une voiture suiveuse l'étape Chambéry-les-Arcs. Il me dit, mais c'est formidable, mais tu me dis, mais tu sais que tu pourrais la faire à vélo quelques jours avant. Ouais, très bien, on prend le pari et on va dans les Alpes. Et on fait cette étape, on l'a fait presque entièrement. Sérieusement? Ah oui, bien sûr, tout ça est filmé. Bon. Avec Luc Moulet? Non, ça c'est avec Alain Rioux, cette partie-là. Non, il a été rebaptisé Luc Mollet là. Ah oui. Et après je vais... Parce que les arcs, c'est quand même... Ah oui, non, on va pas jusqu'aux arcs. On fait les deux grands cols avant, bien plus durs que les arcs. Le col de la Madeleine et le Cormet de Rosemont. Et après, donc le lendemain, il y a l'étape, la vraie étape des professionnels que je vais suivre dans la voiture suiveuse. Donc je suis d'abord au village départ du Tour, où je rencontre les champions de mon enfance. Donc j'ai une longue rencontre avec Raymond Poulidor. Ce n'est pas un entretien, c'est une conversation assez dingue parce que je lui explique dans chaque étape du Tour de France 64 qu'il a failli gagner, où il a perdu des secondes, tout ça. Bon, c'est un truc assez délirant. Après, je rencontre Henri Anglade, qui était un grand champion de cette époque-là aussi, qui a fait deuxième du Tour de France notamment. Je rencontre Jean Smardlinski, qui a été champion du monde. Voilà. Et après, je suis l'étape du Tour dans une voiture du Parisien. Voilà, donc ça fait un film d'1h15. Et qui est sorti en DVD chez l'Harmattan au mois d'octobre. Ah oui. Voilà. Et donc voilà, on a eu 2 semaines de tournage, donc j'étais payé pour faire du vélo, c'était extraordinaire, comme un professionnel. Voilà. Et puis grâce à ce film d'ailleurs, j'ai rencontré aussi Janine Anctil, la femme du grand champion de l'époque. Donc il y a une séquence de 5-6 minutes avec elle dans mon film, mais par ailleurs j'ai fait un film d'1h20 avec elle d'entretien, la caméra sur elle, c'est étonnant. C'est-à-dire que comme je connais la carrière de son ex-mari, ils avaient divorcé avant. Il est mort Anctil il y a 25 ans, mais comme je connaissais la carrière dans les moindres détails, c'était génial parce que je disais oui, mais dans telle course, de telle année, etc., il s'est passé ça, tout ça. Et elle savait absolument tout, évidemment. Et voilà, et le film s'appelle Janine Anctil, la dame blonde. J'ai appelé le film comme ça parce que dans les années 50, Fausto Coppi, en Italie, s'est séparé de sa femme. À l'époque, le divorce était interdit. Et sa nouvelle compagne était obligée de plus ou moins de se cacher. Elle venait au bord des routes voir Fausto Coppi courir. Elle était toujours habillée en blanc pour que Coppi la voie de loin. Et dans la presse, on l'avait appelée la Dame Blanche. Voilà. Alors, Janine Anctil, la Dame Blonde, parce que c'était une blonde, elle était très Marilyn. Nous, on était en extase devant elle en 1960. C'était un personnage de cinéma, la femme d'Anctil. C'était Marilyn. Voilà, donc j'ai fait plusieurs films sur le vélo aussi. Donc, à l'intérieur de mon travail, il y a comme ça des casiers. Comme ça, il y a un casier vélo, par exemple. Voilà, il n'y a pas un casier foot. Hein. Non, ici ce qui me fascine complètement d'un point de vue, et qui à mes yeux a un potentiel cinématographique incroyable, c'est la boxe. Ah oui. La boxe ici qui a été consacrée par le péronisme en plus dans les années 40-50 comme le sport. Péronne et Eva Péronne allaient voir des combats de boxe au Luna Park, qui était la grande salle de sport et de concert à l'époque. Et il y avait des stars hallucinantes. En plus, c'était la grande époque de la boxe. Oui, et puis dans le vivier des immigrés croates, par exemple, je connais des histoires, j'ai rencontré des gens qui sont... là, ça donne envie de filmer, vraiment. Le sport en général. Pour le coup, le foot, j'aime beaucoup, mais c'est pas quelque chose qui... Justement, le sport, parce que là, j'ai vraiment étudié la question, et c'est une des choses les plus difficiles à filmer. Parce que, par exemple,
le Tour de France. Il y a eu 2 films, en fait, vraiment de fiction sur le Tour de France, il n'y en a eu que 2. Un en 40 et un en 49, les 2 réalisés par le même réalisateur, Jean Steny. Voilà. Et on a voulu faire des films sur le Tour de France, il y a eu un projet avec Dustin Hoffman. Même Dustin Hoffman est venu sur le Tour de France en 84, pour suivre notamment il a suivi une étape dans la voiture de Cyril Guimard, le directeur sportif de Bernard Hinault. Et en fait, ce projet, c'était un gros projet. On n'a jamais pu le mettre sur pied. Parce que le Tour de France, c'est 10 millions de spectateurs au bord de la route. Donc reconstituer le Tour de France, c'est extrêmement difficile. Bon, il y a eu des films intéressants. Le vélo de Ghislain Lambert, par exemple, c'est intéressant. Et par exemple, dans ce film-là, qui raconte l'histoire d'un coureur professionnel de 2e plan, à la grande époque des Merckx, lui, c'est un petit coureur qui est confronté, alors qui est face au cannibale, on l'appelle cannibale. Donc on suit la carrière de ce petit coureur, et donc on suit dans différentes courses. Ça se passe dans les années 70, et notamment il y a une étape qui se passe dans le Tour de France, notamment dans le Mont Ventoux. Dans le Morvan? Dans le Mont Ventoux. Ah, dans le Mont Ventoux. Quand il y a une étape sur le Mont Ventoux, mais je sais pas, 500 000 personnes sur le Mont Ventoux sur 20 km. Il y a des haies de personnes les unes derrière les autres. La montée du Galibier. La montée du Mont Ventoux, de l'Alpe d'Huez. Ou l'Alpe d'Huez, Bon. ouais, Là, donc, dans le film, il n'y a personne au bord de la route. Ça fait bizarre, parce qu'il y a, normalement, il y a tellement de monde au bord du... Donc, c'est extrêmement difficile de faire un Et là, film. c'était caméra embarquée quand vous étiez dans la voiture suiveuse? Alors moi j'étais dans une voiture du Parisien, une voiture de journaliste, et donc je prenais des choses, des petites choses comme ça, des coureurs qui passaient. Nous on était en queue de course. Non, on était plutôt au milieu. Donc au milieu, donc il y avait des pelotons devant, derrière. En fait, nous on est toujours resté un peu au même endroit. Donc il y avait de temps en temps on rattrapait 2-3 coureurs. Il faudrait faire un film sur la voiture balai. Oui, non, mais il y en a, oui, non, mais Une esthétique de l'agonie et du renoncement sur le Tour de France. mais il aurait fallu faire ça avant, parce qu'aujourd'hui, souvent les coureurs n'abandonnent pas dans la voiture balai, ils rentrent dans la voiture de leur directeur sportif. Alors qu'avant, c'est vrai. C'est un peu moins de charme quand même. Oui, beaucoup moins. Parce qu'avant, c'est vrai, la voiture balai, les mecs étaient complètement morts. Sinon, moi je me souviens, étant petit, mon père était fan. Le film, il y a un film de Louis Malle qui montre ça. Louis Malle a fait un film en 1962 sur le Tour de France qui s'appelle Vive le Tour, qui est un très très beau film, qui est un film qui dure une vingtaine de minutes et qui est très très bien fait. Et avec les commentaires de Jean Bobet, le frère de Louison, qui à l'époque était journaliste. Et il montre beaucoup. Alors le film de Louis Malle montre beaucoup justement les coureurs qui sont à l'agonie à l'arrière. Et ça n'existe plus du tout aujourd'hui, parce qu'à l'époque, il y avait des types, souvent ils avaient des hypoglycémies, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas assez bouffé. Là, ça n'existe plus. Un type qui a un début d'hypoglycémie, on lui donne il y a des pâtes de fruits, enfin, on ingurgite tout de suite, en quelques minutes on se rétablit, alors que les mecs là ils n'arrivent même plus à pédaler, c'est pas qu'ils ont plus de force, mais c'est l'hypoglycémie qui leur a enlevé toute leur force. Si on leur donnait une bouffe spéciale et hop, ça repartirait. Donc les mecs on les voit, ils sont dans un état... Oui, mais il y a des moments hyper marquants. Je suis en train de songer maintenant je me souviens de la voix de... Bon, alors les plans d'hélicoptères sur les régions de France et les commentaires une connaissance du terroir et des territoires assez forts de Jean-Paul Olivier. Oui, toujours. Oui. Avec ces images aériennes compilées avec les moments de faille et la voiture balai, il y a vraiment des moments sur le Tour de France qui sont aussi émouvants que cinématographiques. Oui, mais justement, c'est le sport, c'est comme sur le football. Quel est le grand film qui a été fait sur le football? Il y a plein de films qui mettent le sport en scène, mais un film sur un sport précis, il y en a eu sur la boxe, c'est les seuls, c'est pratiquement, parce que c'est plus facile, la boxe... Il y a des incursions latérales, là je vous parlais tout à l'heure de Peter von Bag, le Finlandais, là. J'ai vu hier un docu qu'il a fait en hommage à Paavo Nurmi, le Finlandais volant, qui a gagné 9 médailles d'or, etc. Et magnifique, sublime. Alors, il filme Helsinki au moment de la construction du stade olympique, quand ils ont reçu les Jeux, etc. En 52. En 52, exactement. Et il fait tout un portrait de Nurmi où on le voit avant qu'il ne soit champion courir, à 50 ans, prendre un bain et aller dans son sauna, son propre petit chalet au bord de je ne sais Tempéré ou je ne sais où.
et les mêmes moments olympiques. Non, et c'est assez réussi. C'est un peu un film, bon, c'est un film sur un champion. Mais là, c'est un peu un documentaire. C'est un documentaire. Non, mais là, des documentaires, il y a des films extraordinaires. Sur le vélo, il y a un chef-d'œuvre absolu, réalisé par un cinéaste danois, qui est un film sur Paris-Roubaix 1976, qui s'appelle Un dimanche en enfer, tourné en 35 mm, avec plus de 30 caméras 35 mm. Et d'ailleurs, j'ai vu, alors je vais le revoir, il est sur YouTube en entier. Sérieusement ? Oui, en anglais par contre. Comment il s'appelle le Alors, c'est... alors, je crois que c'est le prénom, je crois que c'est Jürgen. Et alors Lutz, je crois que c'est L-O-T-H, mais il a co-réalisé un film avec, comment il s'appelle, le cinéaste qui a eu la Palme d'Or. Le cinéaste danois qui a eu la Palme d'Or il y a quelques années. Lars von Trier. Ils ont co-réalisé ensemble. Donc il suffit d'aller dans la filmo de Lars von Trier. Il y a quelques années, ils ont co-réalisé un film ensemble. Donc on retrouve son nom exactement. Et alors Un dimanche en enfer, je crois que le titre anglais c'est la traduction. Et le film est génial. Ça c'est un chef-d'œuvre parce qu'il montre une course cycliste, une grande course. Mais il montre une course cycliste comme on n'a jamais montré. Il montre les coulisses, la veille, parce que tout se passe déjà la veille. Comme tous les coureurs arrivent la veille de la course, voilà, ils se préparent, ils choisissent le matériel, etc. C'est quelque chose de grand. Mais c'est un documentaire. Oui, non, mais c'est ça. Voilà, donc fiction, ça dit directement un grand film sur le sport. Maintenant, est-ce que tu as un petit moment pour faire le cinématon? Sérieusement? Alors là, c'est intéressant parce que là, la question en direct. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, alors, oui, attention. Où est-ce que tu veux qu'on se mette là? Où est-ce qu'on peut se mettre? Ça peut être en extérieur. Hein, parce que... Quelle heure on a au fait là? Parce que moi j'ai pas l'heure pour savoir à quelle heure. On a le temps, il est 5h15. D'accord. On peut le faire avec Gardel. Alors, faut que tu sois... Oui, mais si tu veux, pratiquement il faut que tu sois debout. Hein. Al director. Quien quiera ahora hacerle alguna pregunta o algún comentario. Me pareció interesante la película, pero me gustaría saber si tal vez puede explicar por qué tal vez la decisión de hacerla muda, que creo que es como muy jugado y es lo que tiene de especial, me parece. Elle voudrait savoir pourquoi cette décision d'avoir fait ce film muet. J'arrive. Hein. Ahí ya llega porque filma todo el tiempo, entonces. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, j'étais un grand amoureux du cinéma muet, de la grande époque du muet, des années 20. Bueno, hay varias razones. Una de ellas es que en los años 20 hay varias razones y a él le gustaba mucho, está apasionado de las películas de los años 20, de las películas mudas de los años 20. Alors, par exemple, les films d'Eisenstein, mais il ne faut pas traduire les noms. Eisenstein, Abel Gance, Griffiths, Karl Dreyer, Dziga Vertov, voilà. Pour moi, ces cinéastes n'avaient jamais fait passer autant d'émotions que dans cette époque du muet. Bueno, nombró varios realizadores del cine mudo y dice que para él estas personas habían logrado pasar muchas emociones al público y que para él es el momento en el que la mayor cantidad de sentimientos pasan al público, llegan al público durante, o sea, cuando en el cine mudo. Et donc, quand j'ai eu l'idée de faire les cinématons, je voulais
retrouver d'une certaine façon cette émotion qui existait dans le cinéma muet. Y la idea de estos cinematones es justamente volver a encontrar esas emociones que se encontraban en el cine mudo a través de los cinematones. Et quand j'ai fait les premières projections des cinématons, donc en cinéma muet, je me suis aperçu que j'avais raison d'avoir choisi ce concept muet. Cuando hice las primeras presentaciones, los primeros cinematones, me di cuenta que había sido una elección exacta, una elección justa, la de elegir el cine mudo para realizarlos. Parce que les spectateurs se sentaient interpellés et souvent d'ailleurs réagissaient dans la salle. Il y avait une sorte de jeu entre le public et la personne qui était filmée. Porque los espectadores se sentían como, no es molesto, sino como que se hacían preguntas o se sentían tocados por lo que estaba pasando, y había en la sala reacciones mientras lo estaban viendo. Et aussi, c'est très important, le fait qu'il n'y ait pas de son oblige les gens qui sont filmés à se montrer d'une façon complètement différente. Y el hecho de que no haya sonido hace que las personas que son filmadas se muestren de una manera totalmente diferente. Ils ne peuvent plus se cacher derrière le masque de la parole. No se pueden ocultar más bajo la máscara que es el habla. Et un critique de cinéma avait dit à propos des cinématons que c'est un striptease mental. Un crítico de cine dijo que los cinematones eran un striptease mental. En realidad, buenas tardes, la felicito, me interesó muchísimo, pero encuentro dos diferencias. Una diferencia es que cuáles son las indicaciones que se le da a la persona que va a ser filmada, porque algunas veces pareciera que simplemente se le pide esté frente a la cámara durante 3 minutos y otras veces hable y mientras tanto lo estamos filmando. Y la reacción mía fue diferente. Ah, perdón. Et d'autres fois, on a l'impression qu'on dit à la personne de parler. Et donc sa réaction à elle est tout à fait différente. Cuando veía a la persona que no podía soportar los minutos de cámara, yo prestaba mucha atención a los gestos. Elle faisait très attention aux gestes. Mientras que cuando se filmaba un habla, era como si fuera un cine común sin sonido. Tandis que quand elle voyait qu'on filmait quelqu'un qui parlait, c'était comme un cinéma quelconque avec voilà, c'est... Ce que j'explique aux personnes, c'est le concept que j'ai expliqué tout à l'heure dans la présentation. C'est donc les règles du jeu du cinématon, c'est-à-dire un plan séquence de 3 minutes en cinéma muet et dans lequel chaque personne est libre de faire ce qu'elle veut. Entonces la consigna, como nos dijo antes, es que él deja esos 3 minutos libre a la persona que va a ser filmada, puede hacer lo que quiere. Il peut aussi parler. La personne est libre de faire ce qu'elle veut. Si elle parle, elle parle. Les personnes sont libres de faire ce qu'elles veulent. Je trouve que je crois d'accord avec vous, je pense que c'est moins intéressant quand elles parlent. Elles savent que le son n'est pas enregistré, et bon, voilà. Dice que efectivamente a él le pasa lo mismo que a usted, que cuando la persona habla lo ve menos interesante, pero que en realidad hay una libertad y en esos 3 minutos cada uno hace lo que quiere. O sea que si quieren hablan, pero ese sonido no se va a reproducir. Gracias. La pregunta es muy simple. ¿Por qué 3 minutos? ¿Por qué no 2 o 4? Oui, parce que les cinématons étaient tournés en format Super 8
Et donc je voulais utiliser toute la bobine, toute la pellicule, et la durée était 3 minutes 20. En realidad son 3 minutos 20, que es el tiempo en que él filmaba en Super 8, entonces era el tiempo que llevaba la película, 3 minutos 20, y él quería usar toda la película. Je voulais en fait détourner l'invention de Kodak, qui avait inventé ces cassettes Super 8 pour, par exemple, filmer des vacances, ou pour filmer un anniversaire, ou pour filmer un mariage. Kodak había inventado esos Super 8 para filmar un casamiento, vacaciones en tiempo corto, y él quería cambiar el rumbo, el destino que le había dado Kodak a esos cassettes Super 8. Et donc, Kodak avait imaginé qu'avec une cassette, on filmait voilà, un mariage, des vacances. Et ça m'avait intéressé d'utiliser toute la durée de cette cassette et de pousser Kodak dans ses derniers retranchements. Je ne sais pas comment expliquer ça. Bueno, era como una cosa que quería llevar un poco más lejos lo que había hecho Kodak. Kodak había imaginado algo que era para una fiesta, para unas vacaciones, y él quería hacerle como una especie de planteo a esta propuesta a través de este uso totalmente distinto. Alors, cela dit, si cette durée n'avait pas fonctionné, si je m'étais aperçu que cette durée, par exemple, était trop longue, j'aurais pu, par exemple, modifier cette durée, faire un portrait de 2 minutes ou 1 minute. Mais dès les premières projections, je me suis aperçu que c'était vraiment la durée idéale. Si cuando él tuvo esta idea de hacerlo de 3 minutos 20 no hubiese funcionado, quizás lo habría modificado a 1 o a 2, pero en cuanto empezó, desde los primeros que hizo, se dio cuenta que era la duración ideal de esos 3 minutos 28, que pasaba lo que tenía que pasar, y por eso los conservó. Parce que souvent, c'est au bout de 2 minutes et demie, que le personnage commence à se libérer, et souvent c'est dans le final qu'on a la partie la plus intéressante du portrait. A menudo lo que sucede es que a partir de los 2 minutos y medio, 2 minutos, la persona se siente totalmente libre, segura, y es en ese momento donde pasan las cosas más interesantes, según su opinión. En muchos de los casos, no dice siempre, pero en la mayoría de los casos. Dos preguntas tengo. La primera es, ¿por qué vemos siempre la parte alta del cuerpo de los cineastas? ¿Qué pasa con el resto del cuerpo de los cineastas? Donc je réponds déjà à la première. Oui, parce que ce qui m'intéressait, c'était de faire des gros plans, donc de faire une anthologie de gros plans. Lo que le interesaba era hacer una antología de primeros planos. Et donc je voulais mettre en valeur les visages. Y poner en valor, dar la importancia principal a la cara. Et parce que j'avais vu, en voyant beaucoup de films muets, j'avais vu la force du gros plan, notamment dans les films de Eisenstein et de Dreyer. En las películas de Eisenstein y de Dreyer veía la fuerza que tenía lo que pasaba con los primeros planos. Entonces es lo que quiso reproducir, esa fuerza de esos grandes primeros planos. Y la segunda es si a través de toda esta experiencia tiene alguna conclusión acerca de lo que es para un ser humano ser registrado con una cámara, ser filmado. ¿Cómo cambia eso la vida de las personas?
vous avez il y a une conclusion, mais c'est plutôt une opinion sur ce qui produit le fait sur l'être humain, qu'est-ce que ça nous produit d'être filmé? Tout dépend de la manière dont on est filmé. Depende mucho de la forma en que fue filmado. Chaque metteur en scène va produire des effets différents. D'un metteur en scène à l'autre, le gros plan aura des sens différents, des résultats différents. Cada director lo va a hacer desde una óptica diferente y va a producir cosas diferentes. Et en plus, il n'y a pas de conclusion, parce que c'est un film en cours. Y además en esta no hay una conclusión, no va a estar terminado, porque es una película que sigue, que continúa. À suivre. Y a suivre. Continuará. Ahí está, gracias. ¿Alguien quiere hacer la última? ¿Quiere agregar algo, Alex? Si vous voulez rajouter quelque chose. Bon bien, écoutez, donc, comme je l'ai expliqué dans la présentation, ceci n'est qu'un petit échantillon de cette anthologie. Como lo dije en la presentación, esto no es que una pequeña muestra de esta antología. Les projections qui fonctionnent le mieux, las proyecciones que funcionan mejor, sont les grandes rétrospectives où on voit des heures et des heures de cinématon. Son las grandes retrospectivas donde vemos horas y horas de cinematón. On voit les cinématons qui ont été réalisés les uns à la suite des autres. Se ven los cinematones que se hicieron uno después de otro. Ça devient presque comme un journal filmé. Y es casi como un diario filmado. Alors que là, vous avez vu une sélection. Mientras que acá ustedes vieron una selección. Une sélection ne produit pas les mêmes effets. Y una selección de productos no produce los mismos efectos. Quand on montre des grandes rétrospectives avec les cinématons réalisés les uns à la suite des autres, cuando se ve grandes retrospectivas con cinematones que van uno detrás de otro, ça produit d'autres effets. Produce otros efectos. C'est presque, enfin, je parlais d'un journal filmé, mais on peut presque suivre l'histoire du monde. Yo hablaba de un diario, pero en realidad se puede seguir la historia del mundo. Dans la façon de s'habiller, dans la façon de se coiffer. En la manera de vestirse, de peinarse. Dans la mode des lunettes, par exemple. La moda de los anteojos. Il y a des personnages qui utilisent des livres, des journaux. Hay personajes que usan libros. Par exemple, je me souviens d'un cinématon. Y me acuerdo de un cinématon. Je me souviens d'un cinématon d'un cinéaste français qui s'appelle Pascal Canet. De un cinéaste français qui se llama Pascal Canet. Et qui, pendant son cinématon, lit le journal Libération. Y que durante el cinématon lee un diario français qui se llama Libération. Et on peut suivre en 3 minutes 20 toute l'actualité du monde en voyant le journal Libération page après page. Y se sigue toda la actualidad del mundo viendo las distintas páginas del diario Liberación. Et puis dans les cinématons qui sont filmés les uns à la suite des autres, y en los cinematones que se filman uno detrás de otro, souvent il y a des familles, entre guillemets, familles de cinéastes ou des amis, ou des personnalités qui sont amies, que j'ai filmées les unes après les autres. Hay familias, digamos, por decirlo así, familias de cineastas que se llevan bien entre ellos, que fui filmándolos uno después de otro. Et il se passe quelque chose d'un cinématon à l'autre. Il y a des renvois, des références. Y hay referencias, pasa algo entre un cinematón y otro. Voilà, donc c'est une autre manière de voir les cinématons, mais j'espère que... Es otra manera de ver los cinematones, y entonces espero... Mais j'espère qu'on arrivera à montrer une intégrale ici. Que vamos a llegar algún día a hacer una integral aquí, en Buenos Aires. Et je vous remercie d'être venu, et je suis très heureux d'être avec vous. Muchas gracias que hayan venido, y estoy muy contento de estar con ustedes. Muchas gracias. Tocava assim, esta minha amigo aí, não se lo porque es un hobby, es una cosa. El gobierno para mí
Que ves que hay orquestas. Ahora, por ejemplo, me dijo que se va a la Argentina y tal, pero que si no se va a cualquier lugar, me le dije, yo no sé si me quedo con los ojos, que hago que vaya, porque se me llama. Pues pasa, sí, quítate. Hay fix. Ya le mandé la dirección, porque ya puede ir con su Y si no quiere venir. A ver, los mexicanos estarán, yo creo. La pena es no ver a este. Te dejé el video. Sí, lo tengo, pero la verdad es que No, eran 5 o 7. Todos figuras así, los dos que eran directores de cine eran estoy hablando del Mar del Plata. Claro, que sí, que eso es un lastre, ¿no? Bueno, que no te tiene que doler. Si esto es bueno para ti, bueno para ella. O sea, tú no eres tan despidiendo. Hablas con lo que dices, ella también anda con andáis así. Oye, por eso yo creo que estáis a tiempo de que sí. Tenemos que igual trabajar esos eran coleos de estas, no te metas en otro lado. Estamos hablando de la historia, todavía no soy ambiciosa, podemos ser. Es increíble. La historia avanzada, ya yo creo que ya no. Yo creo que eso es todo lo que me está diciendo. Eso habrá obligación. Sí, pero Baida es mayor que todos ellos. Baida tiene una película del año pasado, muy bien. Baida era una fue muy importante dentro de la Europa del Este que tenía cierta autonomía. La creativa dentro de la televisión, pues eso igual te la puedo bien. Otras embajadoras, pero en otro caso, me ha convenido a nivel de que me esfuerzo un poco más por sacarla adelante, mostrarla, no solo por tanto misterio. claro, Vale, pero es porque no te pone, la es que tenga misterio. Sanusi fue, además, conocía mucho, estaba muy cerca de los partidos de Loariza, pero de todo ese movimiento llamó. ¿De qué va Madre Mar? 10 minutos. Se había vuelto para ayudar a tomar conciencia de la comunidad, en ese momento había Es verdad, Perú, ¿no? Nada, tía, para eso estamos. Y nada, contabas un poco lo que había sido la negociación, la organización. que les haga un rato ahí, sí. Pero eso ya demuestra que yo creo que tenéis un pequeño desencaje. Cómo le había estado participando como asesor de diplomático. No llegaba, yo me intimidé un poco, o sea, no llega. Yo para hacer el caso digo, bueno, vamos, subí, bueno,
Yo he dicho esto está muy bajo. Cuando lo pensé, la necesidad se tarda en eso. Ahí fue mujer que se casó y ahí fue la persona. No he hecho nada. ¿Qué persona que se ha casado? Ella no quiere seguir con lo otro, no entiendo. Es como rara, se usa por nada. Sí, los que tiene al lado eres tú, entonces estoy mayor, pero que sí que está al lado, lo siento, pero es al igual. Te lo culpo, y si tú no tienes nada que ver con eso. Cargado, pero sí que estaba cerca. Pero era tranquila. Disfrutemos de este final. Menos mal que en el rodaje no pasa nada. Eso sí que hubiera sido lo peor. Pero nada. Nada grave. Es divertido porque en la película hay una escena en la cual aparece un partido de tenis. Eso le pone al... de ponerle a ella. Que es además amigosa. Curioso. Si ya se da cuenta de tu trabajo, creo que la escena esa fue no hace las cosas para que se cuente. la parte de Nikita Mikhalkov. Joder, es igual que Madrid. Pero muchísimo. Muchas veces voy a ser andando y ahí tienen ahí un español. Yo no me siento muy lejos. Y luego encima el idioma. No se nota. Era cierto, no se notaba. ¿Lima es así o no? Nada. Sí, le cuidaron el enfoque, el plano, los detalles, como para que no se notara. Había tomas generales que sí, esas habían hecho. Pero con los dos puntos. Con los dos puntos porque el actor después viajó a no tiene cara reconocible, ¿no? Nunca. Pero... Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos a la ceremonia de clausura y entrega de premios del 14 Bafisi. Gracias por estar aquí y los voy a dejar en presencia de Viviana Cantoni, directora general de festivales de la ciudad. Pido un aplauso para ella. Vengo para leerles una carta que me pidió el ministro que leyera para cerrar este Bafisi. Querida comunidad del Bafisi, hoy no puedo estar presente en esta entrega de premios, pero quiero enviarles estas palabras básicamente para felicitar y agradecer a cada una de las partes que hacen posible este gran festival. En primer lugar, quiero felicitar con un gran aplauso a Sergio Wolf este equipo artístico junto a Violeta, Eloísa, Fernando, Diego, Javier y Leandro, porque su mirada es la mirada que el público elige y vuelve a elegir cada año cuando viene al Bafisi. Y eso es lo que nos enorgullece de la masividad de este festival, la búsqueda de calidad. Quiero agradecer a Paula Nicholson por la ardua tarea de llevar adelante la gente de artística, invitados, técnica, prensa y en la figura de Silvia al enorme equipo de festivales de la ciudad que hacen posible este y otros festivales. Felicitar a Rosa por la llegada de Marino y decirle que la estamos esperando para embajadas, instituciones y sponsors que cada año acompañan el crecimiento del festival. Felicitar la sana costumbre de la mayoría de los anteriores directores artísticos del Bafisi por ser partícipes y protagonistas de cada edición, demostrando que su amor por el cine y este festival es más fuerte que cualquier mezquindad. A las películas extranjeras, a los directores de otros festivales del mundo, a la prensa internacional, al jurado, esperamos haber sido buenos anfitriones y que sigan eligiéndonos para compartir sus otoños en esta ciudad. Quiero darle la bienvenida a nuestro presentador y agradecerle por una de las crónicas más hermosas que se escribieron sobre el Bafisi, 12 libritos adorados.
mi favorita. Y dejo para lo último mi más profundo agradecimiento para los directores argentinos que eligen el Bafisi para presentar y estrenar sus películas, porque apostamos a que el Bafisi, sea el lugar donde el mejor cine local se muestre al mundo. Para despedirme, solo quiero decirles que he notado año a año que el frío solo llega a Buenos Aires cuando el Bafisi está terminando. Bueno, llegamos al final del Bafisi. Como suele ocurrir todos los años, los finales del festival tienen un efecto de festejo y también un efecto agridulce por el final del festival. Soy con la cirugía.